France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est votre LGF jusque 18h avec, comme chaque mardi, notre ami Océnaras. Comment il va, monsieur Océnaras? Très bien, ça va très bien, surtout ces 3 jours ensoleillés là qu'on a eu. Beau, là, hein. J'espère que tout le monde en a bien profité. Oui. Voilà, toi également. Oui, absolument. On a bien profité à la campagne ce week-end. On était bien, quoi. Moi aussi à la banlieue, ce week-end on était bien aussi. Ouais, aussi. Au Tiécar. Ouais, j'étais au Tiécar tout le Ouais, week-end. tout le week-end. Ah, j'en ai profité. Ça va, il va bien le Tiécar? Étant très bien, surtout sous le soleil, ça donne plus de gaieté, tu vois. Ouais. Il a des ennuis, la Pouponi, il paraît? Oui, avec Nabil Koskossi, ouais, exactement, qu'il a traduit en justice. Justement, il y a eu 2 semaines de cela, il y avait justement le jugement. Pouponi, c'est le maire de Sarcelles. L'ex-maire de Sarcelles, qui est toujours député, ouais, et qui est maire honoraire de la ville. Ouais. Et donc la réponse, on l'aura délibéré du jugement, on l'aura le 24 octobre, si je me trompe pas. C'est bientôt. Ouais, c'est la semaine prochaine. Et d'ailleurs, petite anecdote, tellement que c'est rare qu'un maire il soit traduit en justice, surtout Pupponi. Et ben lors du jugement, le juge ou le procureur, je sais plus, il a commencé à faire sa plaidoirie en pensant que c'était Nabil Koskossi qui était accusé. Alors que c'était l'inverse, donc l'avocat il a dû lui répéter, la salle elle a rigolé quoi en fait. Ouais. Bon, ouais. Un bon sketch quoi. Un bon sketch, ouais. Bon. C'est parti jusque 18h messieurs dames, avec un coup de cœur de Hossein tout à l'heure en rapport évidemment avec cette date importante, c'est le 56e anniversaire des massacres, et le mot est faible, des Adjariens dans les rues de Paris, 17 octobre 1961. Voici le programme de cette émission pour ce mardi 17 octobre. 17 octobre 2017, bien sûr. C'est parti, voici le sommaire. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Il est préoccupant qu'environ 700 migrants à Calais comptent sur 10 toilettes portatives et 10 robinets seulement. Des experts de l'ONU somment la France de mieux traiter les migrants. Les espoirs contrariés d'un hacker de la DGSI remercié sans ménagement à la radio. Un jeune homme raconte avoir été recruté par les services de renseignement pour infiltrer les milieux djihadistes sur Internet. Sa situation n'aurait jamais été régularisée. Focus et retour sur cette date historique, le 17 octobre 1961. Et si on en parlait? La question LGF du jour. 17 octobre 1961. Doit-on se contenter d'une simple reconnaissance obtenue en 2012 par François Hollande? Vous répondez sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure au 01 40 33 9000 en fin d'émission. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est le LGF jusque 18h. Avec Océnaras qui est avec nous en ce mardi après-midi. Bienvenue à vous. Bien sûr, merci de nous rejoindre. Demain, émission spéciale RIF. Demain avec Youssef Brakni et une invitée politologue qui est spécialiste RIFEN, en tout cas, et spécialiste justement de la question. On va essayer, et vous pourrez d'ailleurs poser toutes vos questions, essayer d'élucider cette affaire dont plus personne ne parle finalement. Aussi, c'est assez dramatique de voir que le RIF, personne s'en intéresse alors qu'il se passe des choses absolument incroyables là-bas. On tâchera de faire le point complet tout à l'heure, enfin demain plutôt, entre 16h et 18h. On va commencer tout de suite, mon cher Hossein, par le premier sujet aujourd'hui, qui va nous conduire donc du côté de Calais. Pourquoi Calais? Parce que visiblement des experts de l'ONU ont sommé la France de devoir respecter donc les migrants. Pourquoi? Parce que visiblement on a observé qu'il y avait que 10 toilettes portatives, 10 robinets pour plus de 700 migrants donc à Calais, et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres, bien sûr, de conditions dramatiques qui sont observables, bien sûr, pour les migrants. Hossein, je pense que la question, tu t'y intéresses, évidemment, tu as un peu suivi ce qui se passe pour les migrants. Alors on parle de Calais parce qu'effectivement ce fut l'actualité, on peut parler d'ici plus près de chez nous, à la porte de la Chapelle par exemple. En fait, moi j'ai suivi ces actions pendant longtemps. J'ai une association qui s'appelle Propice avec une amie, et puis plein d'autres associations dans lesquelles on a participé. On a fait plein d'allers-retours sur Calais. À l'époque, justement, il y avait ce camp, ce qu'on appelait justement la jungle. Et alors, faut savoir un truc, c'est que les instances françaises ou les associations françaises profitent un petit peu de subventions par rapport à ça. Je vais pas citer de nom, mais à Calais, il y a beaucoup d'associations anglaises qui viennent, des associations hollandaises qui viennent aider les migrants sur place à l'époque de la jungle. Aujourd'hui, je sais pas
qu'est-ce qu'il en est. On parle de très peu de toilettes, etc. Mais il faut savoir que déjà à l'époque où il y avait presque 4000 migrants dans la jungle, l'État français ou les associations vraiment françaises et sursubventionnées ne faisaient pas grand-chose sur place. C'était vraiment. Je veux dire que ce sont les Anglais. Je les mets pas tous dans le même lot. Hein, oui, bien sûr. Ce sont les Anglais qui opéraient le plus. Il y avait beaucoup d'assos anglaises qui étaient très humaines. Je sais que je connais pas leurs moyens et leur financement. Je ne m'y suis pas intéressé, mais je sais qu'elles faisaient beaucoup de boulot sur place. Justement, nettoyer aussi. Et il y a aussi des petites assos calaisiennes que je tiens à mettre en avant parce que souvent on met le côté un peu fasciste, raciste, xénophobe de Calais, de sa mairie, etc. Mais il faut savoir que sur Calais, il existe aussi des Calaisiens, des personnes de leur région que je félicite, qui ont toujours été là à leur côté. Il y avait des profs qui essayaient de donner des cours de français dans la jungle, des personnes qu'on n'a jamais mis en avant, justement, puisque le stéréotype un peu raciste de la région calaisienne, maintenant, il leur colle à la peau. Et c'est pas juste pour tout le monde, on peut pas en faire une généralité, parce qu'il existe justement là-bas des personnes très humaines et qui ont beaucoup aidé sur place. Aujourd'hui, la situation actuelle à Calais, je la connais pas. Pour 400 personnes, une dizaine de toilettes, etc., c'est vrai que c'est très peu. 700 personnes, tu vois, donc ouais. Et sur Paris, la mairie de Paris, elle avait essayé de faire des petits lieux justement sur Stalingrad, etc. à l'époque où les migrants étaient sur place, en installant des toilettes, un petit peu d'eau avec des tuyaux, etc. Bon, c'était vraiment très précaire et c'est mis à la sauvage. Mais bon, ils essayaient un petit peu sur Paris. Avant de les jeter regardez comme quand des même le quartier de Porte de la Chapelle, c'est absolument scandaleux. Avant de les jeter comme des chiens. Ouais, c'est absolument scandaleux de voir des gens entassés dans des espèces de tentes là, Porte de la Chapelle. Au niveau hygiène, c'est absolument incroyable. Exact. Ouais. Voilà, dans des conditions dans lesquelles vivent donc ces gens qui, rappelons-le quand même, ont fui leur pays par pas plaisir. Hein. Parce qu'il faut le rappeler quand même aux gens qui se plaignent effectivement d'avoir des migrants en bas de chez eux. Ce sont pas des gens qui sont venus là par plaisir. Mais en même temps, en France, on a 36 000 villes. D'accord, on a 36 000 communes en France, à peu près. Quand tu vois qu'une ville comme Sarcelles, où il y a 65 000 habitants, possède un lieu, c'est un ancien EHPAD, donc un ancien lieu de retraite qui est maintenant à l'abandon, c'est un ancien château et qui est fait je sais pas combien d'hectares, qui appartient à la mairie de Paris, qui n'appartient pas à la mairie de Sarcelles, mais qui est situé sur la ville de Sarcelles et qui a accueilli par 2 fois entre 300 et 500 migrants, et que la municipalité en place a demandé qu'il dégage, une municipalité de gauche. Et alors que ça appartient à la mairie de Paris, c'est un peu dégueulasse. On avait la capacité de les loger proprement et au moins de les aider comme un tremplin. Nous, une ville comme Sarcelles, on n'a pas su accueillir ces 400 migrants jusqu'à la municipalité qui était en place. Elle avait lancé une pétition pour demander de les dégager. Donc voilà, à un moment donné, si les villes elles-mêmes elles jouent pas le jeu, on peut pas tout remettre forcément sur que sur la mairie de Calais ou que sur la mairie de Paris. Regardez, quand une ville de gauche comme Sarcelles elle a impacté, ils réagissent de la même manière. Donc, voilà. Alors c'est vrai que des locaux aussi dans Paris, puisqu'on parle de Paris aussi, il y en a un paquet apparemment, des locaux vides qui sont inhabités. Donc on pourrait peut-être trouver des solutions, mais surtout essayer de sortir de la rue ces gens qui sont là, on rappelle, pas par plaisir du tout, femmes, enfants, qui vivent dans des conditions absolument dramatiques. C'est un minimum dans un pays qui se dit être le pays des droits de l'homme. Et quand on voit des tels spectacles, je prends donc Porte de la Chapelle parce qu'on y va souvent et qu'on est choqué un petit peu du spectacle que l'on peut voir, de ces gens aussi qu'on voit pas et qui sont sous le périphérique par exemple et qui vivent dans des conditions absolument incroyables. Alors on parle évidemment beaucoup de Calais parce que ça a été l'actualité et si vous voulez, c'est un moyen aussi que les experts de l'ONU ont donc tiré la sonnette d'alarme en disant attention, la France, les conditions d'accueil des migrants, elle est vraiment à remettre en cause. Voilà, donc d'où justement cet appel des experts de l'ONU qui somment la France à respecter comme il se doit les migrants qui sont des personnes. Donc voilà, c'était important en tout cas d'en parler. Je souhaitais qu'on en parle. Si vous souhaitez me donner votre avis, ou peut-être que vous êtes dans des associations, que vous œuvrez justement pour aider ces migrants, vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu des conditions de ces migrants qui d'ailleurs aussi nous vous en rappelez il y a pas si longtemps, à qui on confisquait des couvertures, des tentes effectivement, c'est la police qui faisait ça, et voilà, donc qu'on repoussait à chaque fois avec violence. Voilà, ce sont là des conditions absolument dramatiques.
C'est vrai que ça peut poser problème dans certains quartiers. On peut comprendre, bien sûr. On peut comprendre. Il faut casser aussi un autre stéréotype. Ils sont pas des millions en France. On n'est pas le pays qui accueille le plus de migrants du monde. On n'est pas dépassé. C'est juste que ça se passe souvent dans la même localité. Là, pour le coup, c'est Calais parce que voilà, les gens veulent s'exporter vers l'Angleterre, veulent continuer leur chemin, ouais. Exact, ouais. Et sur Paris parce que c'est la métropole et que naturellement le côté communautaire prend le dessus et que si une personne veut s'intégrer ou veut essayer de s'en sortir, il rejoint l'endroit qui est le plus aisé économiquement et où sa communauté est un peu plus développée, donc il s'installe sur Paris. Après, je comprends tout à fait que c'est difficile pour les habitants où les migrants s'installent, mais justement, raison de plus pour œuvrer, pour leur trouver un lieu et une meilleure hygiène et une meilleure dignité, d'ailleurs leur rendre leur dignité. Je sais que c'est pas facile, mais faut. Et ils sont pas des millions en France. C'est quelques dizaines de milliers de migrants qui existent et qui sont dans les rues. Et je pense que c'est possible. Avec 36 000 villes communes, je pense qu'on peut faire quelque chose. Eh ben, espérons en tout cas que cet appel va être entendu et que la France va quand même s'occuper de ces gens qui sont au pied de nos immeubles. Dans des quartiers abandonnés parfois. Porte de la Chapelle, c'est quand même un quartier où passe régulièrement beaucoup de monde. Je suppose que beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense par exemple à ceux qui sont taxi VTC ou tous ceux qui sont amenés à prendre la voiture, passent forcément par la Porte de la Chapelle de temps en temps. Et de voir ce spectacle, c'est absolument honteux, quoi. Donc espérons que ça s'arrange, bien entendu, que les conditions d'accueil soient au rendez-vous. Et que chacun peut-être peut essayer aussi d'aider ces gens qui ne demandent qu'à vivre dignement comme tout le monde. Et encore une fois, rappelons que ces gens qui sont là dans les rues, qui errent dans les rues, ne viennent pas, n'ont pas rejoint la France ou ni l'Angleterre ou que sais-je comme pays encore par plaisir. On ne quitte jamais sa famille, son pays par plaisir. Et on peut aussi parler de ces gens qui ont quitté la Syrie, qui était une zone de guerre. Mais c'est bizarre que les médias ne parlent pas de ces gens qui reviennent aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui reviennent dans des localités qui ont été reprises par l'armée officielle syrienne. Et aujourd'hui, vous avez en Syrie donc beaucoup de gens qui sont revenus. La ministre de la Défense, elle a trouvé la solution, non ? Laquelle ? La ministre de la Défense française, elle a pas dit qu'il faudrait tous les tuer sur place, non ? Non. C'est pas ça ? Ah non. J'ai cru suivre ça sur Internet. Ah non, elle parlait des djihadistes. D'accord. Ah oui, okay. Attention, qu'on se trompe pas. D'accord, des terroristes. D'accord, ok. Oui, effectivement. Non, je parlais des terroristes moi aussi. Ah, non. D'accord. Oui, bien sûr, oui. Oui. Non, je parlais pas des exilés syriens. Je parlais c'est important de ceux qui doivent revenir. de bien s'entendre là-dessus. Parce que parce qu'il faut comprendre que là, le retour qui va se faire progressivement, il y a notamment dans ces groupes-là des personnes qui ont essayé de revenir dans leur pays. Oui. Voilà, c'est ça que je parlais, bien sûr. Non. On a parlé évidemment des terroristes. Donc voilà, elle a bien dit ça. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Nous sommes, je vous le rappelle, messieurs dames, le 17 octobre. On va évidemment en parler tout à l'heure avec vous au 01 40 33 9000. 17 octobre, on ne peut pas passer à côté de cette chanson écrite avec ces mots, parfois durs, violents, mais c'est ces mots. Celui de Medine, il était beaucoup plus jeune à l'époque, vous allez reconnaître sa voix, et déjà un artiste très engagé à l'époque. Diams, pour clôturer cette chanson du 17 octobre 61, écrite par donc Medine, le rappeur, et d'ailleurs je précise qu'une cérémonie a lieu en ce moment même du côté du pont Saint-Michel à Paris. Comme chaque année d'ailleurs. Donc j'ai vu d'ailleurs sur Twitter quelques personnalités. D'ailleurs parmi les hashtags aujourd'hui, dans les 4 premiers ce matin a été le 17 octobre 61. Voilà, donc c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui on commence à en parler un peu plus qu'avant. En 2012, on rappelle donc par voie de communiqué cette reconnaissance par François Hollande. D'où la question aujourd'hui, faut-il se contenter d'une simple reconnaissance justement? Eh bien vous répondez à cette question sur la page Twitter donc LGF officiel, sur la page Facebook France Maghreb 2. On le disait tout à l'heure, pour la ville de Paris, ça a été en 2001 qu'a été installée cette plaque commémorative donc au pont Saint-Michel. Et il y en a eu d'autres villes avant, je pense par exemple à Nanterre. Il y en a eu d'autres villes aussi qui ont inauguré des places, des rues 17 octobre 61. Donc le travail a été fait, j'allais dire, mais il est un peu plus médiatisé par cette reconnaissance, j'allais dire officielle, par François Hollande. C'était en 2012. D'autres demandent encore un peu plus. Voilà. Eh bien, on en parle ensemble parce que on se doit d'ailleurs, comme chaque année, d'en parler. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas oublier, et c'est surtout un moyen aussi de transmettre à la jeune génération qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans les rues de Paris le 17 octobre 1961, parce que évidemment c'est pas à l'école qu'on en parle. Donc 01 40 33 9000 si vous souhaitez évidemment en parler avec nous. C'est un petit peu le sujet fil rouge d'aujourd'hui jusque 18h, mon cher Hussein. Ouais. On va d'ailleurs peut-être aller faire un petit tour du côté du standard avant de passer à la pub et de passer
passer à un autre sujet pour parler de ce hacker qui avait été, qui travaillait pour la DGSI. On lui avait promis un emploi, on lui avait promis un passeport, des papiers, sauf que finalement rien. Voilà, il n'a rien et il les a pourtant aidés à infiltrer, d'après sa connaissance en tout cas, des réseaux internet et des djihadistes. Il les a infiltrés et a renseigné donc la DGSI pendant un petit moment. Il y avait forcément quelque chose en retour. Lui, il attend toujours, ce jeune homme. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Mohamed. Bonjour Mohamed, vous nous appelez d'où, cher Mohamed? Oui, j'appelle de Paris, donc je suis taxi parisien. On vous salue, ami taxi parisien. Oui, bonjour, donc je vous appelle parce que moi je passe toujours par Porte-la-Chapelle, le soir. Ouais. Tous les endroits où les immigrants, ils ont des ponts, des sous-ponts ou bien des murs pour qu'ils puissent s'abriter, ils l'ont recouvert soit de gris, soit ils mettent des grosses pierres pour qu'ils puissent pas s'abriter. Oui, c'est vrai, exact. Ouais. Et l'accès aux toilettes vers Stalingrad, ils ont mis des grilles et ils ont mis là où ils peuvent se cacher pour s'abriter de la pluie, ils ont mis des grosses pierres et ils les évacuent. À 2h30, 3h du matin, ils lancent des attaques sur eux avec la police et la gendarmerie. Des cinquantaines. Et ils les chassent chaque matin, presque. Il reste presque plus rien. Et je me suis aperçu qu'en rentrant vers Porte-la-Chapelle, mon téléphone ne captait plus. Parce que les immigrants se réunissent là-bas, ils ont mis des broyeurs pour qu'ils ne puissent pas aller plus loin pour rejoindre leur famille. Donc ils les dispersent, il n'y a aucune aide que les enfants, que les jeunes des quartiers qui préparent des soupes, des sandwichs et qui les distribuent pour eux. Ils viennent avec leur voiture, des jeunes filles, des jeunes garçons de toute la banlieue de Paris. C'est vrai. Bravo à eux. Il n'y a pas d'association et ils ont payé des marchands, kebab, tout ça, pour qu'ils donnent des sandwichs. Finalement, vous êtes nos meilleurs envoyés spéciaux, vous les taxis, parce que vous rôdez un petit peu partout dans les rues, forcément de Paris et de Navarre. Donc vous connaissez un petit peu la situation, et comme vous êtes donc de nuit et parfois de jour, donc vous avez un petit peu la vision des choses, de ce qui se passe dans la nuit, et il s'en passe des choses à Paris, dans la nuit. Beaucoup même, beaucoup. Ouais. Vous imaginez pas, mais vers ces immigrants, quand on voit les attaques qu'ils lancent le soir, je comprends pas pourquoi ils font ça, mais il y a la gendarmerie mobile, et ça crée des altercations entre les jeunes qui jetaient les poubelles. Moi, je me suis retrouvé avec des clients au milieu de ces... Mais c'est incroyable. Mohamed, est-ce que je peux vous poser une question, Mohamed? Vous avez certainement beaucoup de clients que vous allez récupérer, par exemple, à Roissy, et des clients qui sont des touristes. Oui. Lorsqu'ils voient ces images-là, quelle est leur réaction? Je vous dis pas, quelquefois, il y a des gens qui pleurent. Ouais. Mais malheureusement, je vais vous dire, quand je prends des Français, la seule chose qu'ils me disent, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils ont qu'à rester chez eux. C'est effectivement la phrase que j'ai pu aussi entendre, moi aussi, tout le temps. Une phrase qui mérite, mais bon, qu'il faut savoir expliquer aussi. Mais il faut savoir que c'est les bombes françaises et les armes françaises et américaines qui ont amené ces gens-là. Ils ne sont pas venus par plaisir. On ne quitte jamais un pays par plaisir ni sa famille, évidemment. Merci Mohamed, en tout cas, pour nous avoir passé un compte-rendu de ce que vous avez vu. Mohamed, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon courage et un grand big up à tous les taxis parisiens qui nous écoutent. Merci bien, je vous remercie bien. Bon courage pour vous. Merci à vous. Allez, dans un instant, on poursuit. On va parler donc de cette histoire de ce hacker. Je vais essayer de vous raconter en bref l'histoire. Vous pourrez évidemment toujours nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous parler de ce 17 octobre 1961. Ici, on noyait des Algériens dans la Seine. LGF, le grand forum en ce mardi 17 octobre, émission spéciale évidemment avec vos appels bien sûr pour nous parler de ce qui s'est passé le 17 octobre 61 à Paris. Il était aux alentours de 20h30, manifestation interdite, vous le savez, mais des Algériens ont décidé à l'époque de répondre à l'appel du FLN pour aller manifester, contre l'interdiction de cette espèce de couvre-feu qui était instauré et interdisant à tous les Algériens de pouvoir sortir la nuit. Donc beaucoup
beaucoup de gens sont sortis par milliers, venus d'ailleurs des bidonvilles de Nanterre et de la banlieue parisienne à Paris pour manifester. Évidemment, il y a eu ce drame, mais ces ordres donc du préfet Maurice Papon que l'on a écouté d'ailleurs tout à l'heure, qui disait si je devais refaire, je referais exactement la même chose. Donc aucun regret pour ce monsieur qui a vraiment plus que du sang sur les mains. Donc s'en est suivi bien entendu donc cette triste soirée qui a donc conduit beaucoup de personnes à être violentées, à être jetées dans la Seine. Voilà, vous imaginez des hommes, des enfants, des femmes qui étaient là. Et puis il faut aussi signaler qu'il y avait beaucoup des gens de communistes pour la plupart aussi qui étaient là par solidarité pour aider donc les Algériens à l'époque. 17 octobre 61, une date reconnue, rappelons-le, par François Hollande. C'était par un simple communiqué en 2012 qui a été effectivement reconnu au nom de la France. Donc cette date du 17 octobre 61, on en parle avec vous parce que c'est important et parce que évidemment c'est avec notre passé que l'on construit notre avenir. 01 40 33 9000. On a aussi ce devoir de transmission aussi à la jeune génération qui ne sont pas forcément au courant. Et qui ne le sont pas. Pas pour évidemment rajouter de la haine à la haine, pas du tout. Non, c'est pour connaître son histoire. Il est important de connaître son histoire. Bien sûr. Et d'où on vient. Donc on en parle avec vous au 01 40 33 9000. Avant peut-être de passer au zapping, on va faire un petit tour par le standard. 01 40 33 9000. Bonsoir. Et bonsoir Christophe. Bonsoir. Quel est votre prénom, madame? Amira de Paris. Bonsoir Amira. Bonsoir. Oui, juste pour vous dire que moi je m'en vais me rendre. Si les gens veulent nous retrouver là-bas, sur le pont de Saint-Michel, là, pour les Algériens. Oui, effectivement, ça commence, je crois, à 17h30. Ouais. Il faut mobiliser parce que moi j'ai été marquée d'ailleurs déjà il y a très longtemps, parce que je vais pas vous mentir, j'ai eu une altercation avec une personne, je dirais pas le nom, qui avait dit que c'était bien fait pour eux, bien fait pour les Arabes, et puis je me suis énervée, je lui ai mis une droite, quoi, voilà. Oh, c'est pas bien ça pour une femme, voyons. Amira. Vous savez, quand on dit que c'est pas bien pour une femme, et quand on nous dit aussi c'est bien fait pour les Algériens, moi je suis pas d'accord. Bah évidemment, mais non, personne peut être d'accord, mais... Ah oui, vous êtes une bonne cogneuse alors. Non, franchement, je vous dis honnêtement, une fois dans ma vie, c'est tout. Non, mais il m'a cherché un peu, il m'a mis comme ça, il m'a poussé, voilà. Je suis pas une cogneuse, du tout, loin de là. Bon. Mais par contre, faut pas me chercher, quoi, voilà. Oui, on a bien compris. Je suis pas bagarreuse, mais le fait qu'il ait dit bien faux pour les Algériens, je lui ai montré comment on dit, le bounia en arabe algérien. Ouais. On le connaît. Hein. Et moi, je suis peut-être pas fière de le faire, mais vous savez, il a tout fait. Ma mère est à l'hôpital, elle a dit que c'est bien fait pour ta mère. Enfin, il y avait tout un truc. Ouais, ça date de 96 et j'ai eu 3 jours et moi, lui, on n'a pas porté plainte. 3 jours à l'époque, j'étais en formation. Et on a eu 3 jours de mise à pied chacun. Et puis, moi, j'ai pas dit à ma famille non plus. Ah, c'était dans le cadre d'une société d'un collègue? Non, en fait, c'était dans le cadre, je sais pas si je le verrai, il fait 1m98, il était boxeur, et je pense que c'est pas moi qui l'ai... Moi, je dis que c'est Dieu qui lui a mis une droite, parce que je me reconnaissais pas dans cette attitude. Honnêtement, je suis pas du tout, mais très féminine, pas du tout ça. Il faisait 1m98, c'est pas que le fait qu'il a dit les Algériens, c'est que ma mère a été mourante, et puis il a dit quelque chose qui m'a touchée. C'est surtout par rapport à ma mère, et ça fait un truc, et puis de là, je vais pas vous mentir, c'est vraiment, s'il y a des témoins qui se rappellent de la scène, ils vont peut-être se reconnaître. C'est dans une cadre d'une formation, j'ai été convoquée, je dis voilà, il a insulté ma mère, il a dit que c'est bien fait pour les Algériens, et je lui ai montré ce que c'était un coup de poing algérien, voilà. Donc il est tombé par terre, il a voulu se relever pour m'en mettre 2, et il y a eu 2 messieurs qui l'ont tiré, quoi, pour pas me... Mais je me laisserai pas faire, vous savez. Ah oui, vous l'avez quand même couché, dites donc, vous êtes la Zidane au féminin. Je vous jure, de ce qui est plus cher, je m'y attendais pas, je me suis pas reconnue, j'ai dit que c'est pas moi, c'est le bon Dieu qui l'a tapé, c'est pas possible. Parce qu'il était grand, boxeur, et il était très très grand, c'était un Français. Et moi je suis française aussi, mais d'origine maghrébine, mais il est tombé, si vous voulez, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas. Et après il a voulu m'en mettre 2. Et puis il y a 2 garçons de la salle qui étaient dans la formation, ils l'ont rattrapé parce qu'il m'a dit va chercher tes frères. Mais mes frères ne savent pas cette histoire.
savent pas, personne, je me suis défendue moi-même, j'avais pas peur. Mais je me trouvais déjà en état anxieux parce que ma mère était très malade. Je pense que ça... Oui, effectivement, ça a aggravé, oui. Je suis pas une cogneuse, mais pour vous dire que voilà, ça, quand vous parlez de ça, ça me rappelle malheureusement cet acte que j'ai fait. Je regrette pas, hein. Je regrette pas parce que ce qu'il a dit, franchement, il l'a bien mérité, hein. Bon, voilà. En tout cas, Amira, on tâchera d'être... sur le pont, moi je vais y aller, je suis un peu en retard sur le pont de Dieuchamp. Allez-y. Faut se mobiliser, parce que ça fait mal quand vous dites qu'il y a beaucoup d'Algériens, ils ont été jetés dans la Seine. Pas que des Algériens, rappelons-le, hein. Il y avait des Marocains, des Tunisiens, en fait, ils faisaient pas la distinction, voilà, j'essaie, mais tous ceux qui étaient là. C'est pour eux, alors faut pas qu'il y en a un qui me dit en face, hein. Ouais, on a bien compris. De Saint-Michel, hein. Faut pas vous chercher, Amira. Je vais cogner, mais je lui dirai non, vous inquiétez pas. C'est tout. S'il me cogne, je le cogne. Pas de violence, pas de violence. Merci beaucoup, Amira. Merci, tout le monde se retrouve là-bas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Amira. Il faut se méfier, hein, aussi, une intention. Et justement, c'est là où c'est important de faire ce travail de transmission et continuer de perpétrer le travail de mémoire aussi par rapport à nous-mêmes déjà, à nos populations et aux plus jeunes, parce que quand on n'a pas les mots, justement, on a envie de cogner, on a envie de frapper, alors qu'avec une contre-argumentation, connaissant bien son histoire, avoir les bons arguments, des personnes comme ça, soit on les calcule pas. Moi, j'avoue, c'est très dur, j'aurais fait comme elle, hein. Mais soit on a les bons mots pour les rabaisser encore plus et leur faire comprendre qu'ils ont aucun argument, quoi. Et c'est nous voilà. Faut apprendre son histoire pour mieux construire son en tout cas, il faut pas chercher Amira. Voilà, on a bien compris. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000, bien sûr, si vous voulez nous en parler, parce qu'on en parle aujourd'hui. Et oui, si on n'en parle pas ici, on va en parler où, hein? Dites-le moi. 01 40 33 9000 pour nous parler évidemment de ce qui s'est passé ce 17 octobre 61 à Paris, dans les rues de Paris. Donc ces gens jetés par la Seine. Et justement, tiens, puisque on en parle, je voulais vous faire écouter juste un billet qui a été fait hier dans cette émission. C'est Nadir Kaya qui nous a raconté l'histoire de cette fameuse Fatima Bidar. Écoutez, cette histoire, elle est absolument incroyable. Fatima Bidar, collégienne de 15 ans, d'être retrouvée le 31 octobre dans le canal de Saint-Denis, coincée avec son cartable. C'était une petite fille vivante, joyeuse, qui était déjà sensible à cette Algérie, qui souhaitait retrouver une certaine liberté, une certaine autonomie. Et donc elle s'est disputée avec ses parents parce qu'elle leur avait dit, par rapport à ce que j'ai pu lire dans le Bondi Blog, je me suis inspiré du Bondi Blog parce que j'ai trouvé que cette histoire était la plus détaillée, la plus intéressante. Donc elle s'était la veille disputée avec ses parents parce qu'elle leur avait expliqué qu'elle souhaitait participer à cette manifestation, qui était une manifestation pacifique, où beaucoup de travailleurs algériens, même s'ils avaient eu le mot par le FLN de venir tous ensemble à Paris pour montrer leur volonté de participer ensemble à rappeler que l'Algérie était colonisée, que l'Algérie souhaitait la liberté et être libre comme tous les pays. Un droit tout à fait fondamental et important. Donc ses parents ne souhaitant pas y aller, elle est quand même partie sans leur accord. Les parents se sont inquiétés le 17 octobre parce que la voyant pas revenir de l'école. Donc les parents se sont imaginé le pire, notamment le lendemain quand elle était toujours pas là. Ils se sont aperçus qu'elle n'était toujours pas rentrée, qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Le père avait commencé ses recherches désespérément dans les différents commissariats parce qu'ils étaient de la ville de Stein. Donc il était parti au commissariat de Stein, de Saint-Denis. Ils avaient refusé de prendre en compte son signalement. Et donc Fatima a été retrouvée le 31 octobre dans l'écluse, voilà, c'est le mot que je cherchais, coincée par une turbine 15 jours après le 17 octobre. Donc voilà, c'est quand même assez tragique et ça rappelle qu'on a autorisé de noyer, de jeter, de tabasser des Algériens parce qu'ils souhaitaient simplement la liberté de leur pays. Et donc quand on voit qu'on est capable de tuer une petite fille de 15 ans, c'est quand même assez violent. C'est une histoire qu'il faut, je pense, rappeler, ne serait-ce par rapport à la famille Bédard, que je salue. C'est vrai que je me mets à leur place, c'est peut-être difficile de rappeler ces événements. Mais étant moi-même père de plusieurs enfants, je me mets à la place des parents à l'époque, même si c'était une autre époque. Je pense qu'en 2017, il faut savoir se souvenir parce que l'histoire fait partie du présent et surtout du futur. Et pour les franco-algériens, parce que je sais que les Algériens ont souvent cette fierté, je ne sais pas si elle est particulière aux Algériens, tout le monde est fier de ce qu'il est, mais on entend souvent les Algériens par rapport à ça, donc je pense que les franco-algériens doivent se rappeler cette histoire et si possible demain aller commémorer cette histoire pour Fatima, pour tous ceux qui sont morts pour l'Algérie, même si aujourd'hui l'Algérie n'est pas un pays parfait,
Elle a comme tous ces pays ses défauts, ses qualités, mais c'est avant tout un beau pays. Et donc j'invite tous les Franco-Algériens à venir demain aux différents rassemblements à Paris, en banlieue proche, pour exprimer leur soutien et ne pas oublier cette histoire. Nadir Kaya qui nous racontait cette histoire de Fatima Bidar aussi. Je sais pas si tu la connaissais cette histoire. Oui, bien sûr, j'habite à Sarcelles, donc moi je connais cette histoire à Stein, notamment parce qu'ils ont aussi donné son nom à une place ou à une école, je sais plus du tout. Excusez-moi pour le manque de précision. Mais voilà, oui, c'est une jeune fille de Stein, donc son histoire, oui, on la connaît. Et elle est souvent répétée dans nos familles, donc on connaît cette histoire parce que c'est aussi une famille de Stein qui est connue par ma famille, donc voilà. Et c'est très touchant. Malheureusement, on l'apprend pas dans les écoles. Il y a toujours pas ce travail de lutte contre la négation qui n'est pas fait par rapport à cette histoire. On peut trouver sur internet des personnes qui salissent cette mémoire-là, des personnes qui sont invitées même des fois pour défendre un contre-argument contre ce qui s'est réellement passé, pour dire que tout ça c'est faux, que les Algériens ne sont pas morts dans la Seine, etc., etc. Donc il y a pas on n'est pas condamné pour négationnisme par rapport à ce délit-là en France. Tu vois, alors que pour d'autres affaires sur l'histoire de la France, on l'est. Et c'est ça, ce truc-là qui n'est pas encore fait en France, qu'on devrait faire. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, absolument. Travail de mémoire, c'est important. Nora, bonsoir. Allô? Nora, elle est partie, Nora? Elle nous appelait de Metz. Bon, elle n'a pas pu patienter en tout cas. Qu'elle nous rappelle 01 40 33 9000 bien sûr pour intervenir en direct sur France Maghreb 2. Important effectivement de se rappeler de ces petites histoires. Et donc cérémonie qui a lieu en ce moment même donc du côté du pont Saint-Michel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir Nasser, vous nous appelez d'où Nasser? J'appelle de Nanterre. Bonsoir Nasser de Nanterre, oui, le 17 octobre, évidemment on pense à Nanterre. Eh ben, c'est bon, on est venu, non, moi je suis pas de Nanterre à la base, moi je suis d'un peu plus loin, mais on est venu pour soutenir justement les gens qui ont été assassinés et puis on est venu à l'avance pour trouver une place de parking pour pouvoir commémorer comme elle se doit la date du 17 octobre et puis de dénoncer ça. D'accord, parce qu'il y a des cérémonies donc aujourd'hui à Nanterre. Ah là aujourd'hui à 18h devant la préfecture de Nanterre, ouais. Il y a eu un appel de pas mal d'associations. À Besançon, au pont de Besançon, c'est pareil, il va y avoir quelque chose parce que malheureusement, il y a eu des assassinats également là-bas. Ouais. Enfin, ouais. Puis Nanterre, franchement, c'est une ville qui bouge beaucoup par rapport à tout ça. À l'image, à l'histoire de l'Algérie, tout ça. Voilà, quoi, je veux dire, franchement, bravo aux associations de Nanterre. Bravo à la commune de Nanterre en général. Pour leur soutien, pour tout leur aide, bravo, moi je suis un peu ému quoi, je veux dire dans ce genre de commémoration et puis là je viens d'écouter Nadir aussi, franchement c'est un très bon gars. C'est un mec qui bouge beaucoup pour la communauté algérienne et puis qui a toujours été présent pour que ce soit les anniversaires de l'indépendance au mois de juillet ou alors les commémorations. Il y a quoi encore? Et puis par rapport à l'auditrice qui est intervenue par rapport à l'altercation qu'elle a eue avec un collègue à elle. Oui. Allô? Oui, on m'écoute, oui. Donc, je tiens seulement, c'est une petite boutade, hein. Je tiens seulement à lui dire que, elle avait dit que ses frères n'étaient pas au courant, mais malheureusement, c'est bon, elle l'a dit à la radio, donc tous ses frères algériens, ils sont au courant maintenant. Et donc, on va aller le voir. Ah bah non, on connaît pas son identité, heureusement. Heureusement pour lui. On connaît pas son identité, heureusement. T'inquiète, on va le trouver. Et puis merci pour Radio France Maghreb et merci à toi et puis merci à tout le monde pour pouvoir rappeler justement ce lâche et ce triste crime organisé. Et merci à toi. Merci Nasser, merci beaucoup. À bonne bientôt. Journée. Au revoir. Oui, effectivement, donc il y a plein de cérémonies. Donc la plupart des villes en France aujourd'hui, la plupart. Non, pas la plupart. Oui. Les grosses villes où il y a une communauté, etc. Bien sûr, il y a une reconnaissance de la ville qui est faite de manière sincère ou hypocrite. l'important c'est que ce soit fait et qu'on. Mais c'est vrai que Nanterre c'est une ville qui bouge beaucoup parce que je sais qu'on a tendance, on y va chaque année chez une amie de la radio. Ouais. On est reçu et il y a le maire de Nanterre qui vient régulièrement, le préfet. Je trouve que Nanterre c'est une ville qui n'a pas honte de son histoire et qu'il la met souvent en avant, que ce soit celle des bidonvilles, on le voit vraiment même culturellement, ils essayent de lier la jeunesse, les habitants, la culture, tous les services à tout ce genre de commémoration et toute son histoire, donc c'est bien.
C'est important, je pense. On en parle avec vous parce que c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, hein, si on n'en parle pas ici, on n'en parlera pas ailleurs. Donc évidemment, on a ce devoir collectif. C'est une émission qui vous ressemble, mais aussi qui vous rassemble. Et on essaie de se rassembler autour des dates importantes qu'est le 17 octobre 1961. Donc c'est le 56e triste anniversaire que nous évoquons aujourd'hui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Nassera de Metz. Nassera de Metz. Bonsoir et bienvenue. Merci. Excusez-moi, j'ai pas écouté le début de l'émission et je l'ai prise en cours en entendant votre chroniqueur parler que cette histoire n'était pas enseignée. C'est ça, à peu près le point de vue. J'aimerais moi lui dire, il faudrait déjà que nous-mêmes on connaisse nos histoires et que nous-mêmes nous l'enseignions à nos enfants. Moi, je vois beaucoup, je travaille dans le milieu éducatif, je vois beaucoup de jeunes Algériens, jeunes adolescents qui sont au courant de rien. Et je trouve ça malheureux de devoir attendre sur l'éducation nationale ou autre pour pouvoir leur transmettre ce devoir de mémoire et cette histoire. La plupart d'entre eux sont au courant de ce qui s'est passé il y a 56 ans grâce aux réseaux sociaux. Quand ils en parlent à leurs parents qui sont censés être algériens, ils sont pas au courant. Donc c'est bien beau de vouloir absolument tout déporter ou prendre l'éducation nationale comme la mauvaise bête noire qui parle ni de la colonisation ni de la décolonisation mais déjà occupons-nous déjà de nous-mêmes. Occupons-nous déjà de transmettre ça à nos enfants. Nassera, vous avez raison dans ce que vous dites, c'est très important parce que effectivement aujourd'hui ces réseaux sociaux ont un rôle important parce que beaucoup de nos enfants et des plus jeunes y vont évidemment consultent ce soit Facebook ou ces réseaux sociaux et on peut voir effectivement apparaître aujourd'hui 17 octobre. D'ailleurs, je rappelle, ce matin, le hashtag le plus tweeté ce matin, c'était 17 octobre 61. Donc, ça veut dire que les gens en parlent. Moi, je comprends ce que veut dire Nassera. Oui. C'est que, ok. Et après, on va questionner ses parents et on demandait. Voilà, mais est-ce que vous trouvez pas ça malheureux que nos parents, que les parents, moi j'ai de la chance parce que mes parents sont âgés et ils m'ont transmis ces histoires-là, ces anecdotes. Mais est-ce que vous trouvez pas ça malheureux que des parents prennent plus de temps à enseigner la Révolution française de 1789 à côté de leurs gamins pendant qu'ils font leur devoir d'histoire que de leur enseigner l'histoire de l'Algérie, ce qui a pu se passer durant la colonisation, comment s'est passée la décolonisation, ce qui s'est passé à Nanterre et vouloir absolument mettre ça dans les livres d'histoire à l'école. Moi je vois pas d'utilité, les parents s'en détachent. Donc voilà, c'était juste une petite réaction. En fait, voilà. je partage ce que tu dis. Bonsoir Nassera. Mais maintenant, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut continuer à insister et faire un genre de lobby pour que ça s'installe dans les livres d'histoire parce que c'est très important pour la jeunesse, pour l'éducation. Ensuite, je suis d'accord avec toi à 100%, il y a un travail qui est pas fait au sein des familles, en interne dans la communauté, etc. Oui. Mais souvent, pour nos parents et pour les plus anciens, c'est une blessure, c'est une cicatrice qu'ils veulent pas mettre en avant devant nous. Oui, il y a des gens par pudeur qui ne veulent pas en parler. Que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit les événements qui sont passés aux alentours de tout ça. C'est très dur pour nos parents, tu sais, je sais pas, je pense qu'on a grandi tous dans les mêmes familles et ils veulent plus partager des moments de plaisir que des moments de tristesse, etc. Tout à fait. Mais je pense qu'ils pensaient bien faire en fait. Il faut que l'école enseigne ça. Parce que c'était comme une fois lors d'une émission, voilà, un de vos chroniqueurs avait également tenu ce type de propos-là par rapport à l'émir Abdelkader. Non, excusez-moi, déjà, il faut que ça s'apprenne en interne, comme vous dites, au sein de notre communauté, au sein de nos familles. Certes, nos parents, ça constitue une blessure, mais nos parents, ils ont aussi conscience que ça fait partie de l'histoire de leurs enfants et que sans connaître ce genre de choses-là, et s'ils le peuvent de leur bouche, l'identité de leur enfant ne sera jamais complète. Mais c'est pas seulement une histoire algérienne, c'est tout ce qu'on vient de citer, c'est une histoire française aussi, que ce soit l'émir Abdelkader, que ce soit le 17 octobre 61 ou que ce soit la guerre d'Algérie en général, c'est une histoire franco-algérienne et c'est pour ça qu'on l'impose autant et qu'on fait autant de lobby pour que ce soit installé dans les livres d'histoire ou que ce soit éduqué dans l'éducation, parce que c'est important pour la France aussi. Pour ma part, c'est mon avis personnel, c'est pas seulement une affaire de famille comme on dirait. Alors c'est important pour nous. Maintenant, je pense que les parents ou les anciens, ils ont pensé faire bien faire en ne nous racontant pas cette histoire. Nous, aujourd'hui, on le sait que c'était une erreur, qu'il fallait nous raconter pour qu'on se construise et qu'on puisse avancer de la meilleure des manières. Aujourd'hui, on en a conscience, Nassera, et je partage tout à fait ton avis. Et pour en revenir, comme t'es de Metz,
Là, on a eu la sagesse de Monsieur Tarek Mami qui nous a relancé sur cette affaire. Faut savoir que dans la nuit du 23 au 24 juillet 61 à Metz justement, donc c'était bien avant octobre 61, en pleine guerre d'Algérie, il y a eu une fusillade dans le dancing Trianon fréquenté par les paras, une expédition punitive immédiate et officiellement 2 morts. Alors beaucoup de zones d'ombre. Alors non, parce que je voulais parler d'autre chose. En fait, il y a eu une ratonnade d'Algériens justement pour faire court à Metz dans la nuit du 23 au 24 juillet, et on en parle peu. Justement là, moi j'étais pas au courant. Moi, est-ce que vous le saviez, Nassera, vous qui êtes de Metz? Oui, je le savais. Et vous pouvez nous en dire plus, par exemple? Je ne pourrais pas vous en dire plus que ce que vous venez de dire vous, mais je le savais effectivement. Justement parce que moi, mon grand frère me l'avait raconté. Bah, c'est super important. C'est bien. Il y a ce devoir de transmission, effectivement, qui est très important. Et c'est vrai qu'il est bien pour les enfants qui consultent ce genre d'infos, qui peuvent voir sur leur fil d'actualité et en parler ensuite avec leurs parents. Et aux parents de répondre, j'allais dire, pour expliquer avec leurs mots, bien sûr. Et maintenant, c'est à nous, Nassera, notre génération, un peu celle qui est un peu au-dessus, de faire ce travail de recherche pour pouvoir informer nos enfants. Voilà, tout à fait, parce que nous aujourd'hui nous avons nous avons accès quand même à Internet, nous avons accès aux livres, nous avons accès à beaucoup de choses. Et moi j'en appelle vraiment à tous les jeunes qui peuvent vous écouter et qui se sentent un minimum concernés, qui sont dans cette quête et cette recherche d'identité, prenez une après-midi puis allez dans les bibliothèques, au lieu d'être sur Twitter, tapez sur Google ce type d'événement-là, essayez de vous renseigner un maximum pour pouvoir le raconter et puis surtout pour pouvoir le comprendre, et demain, comme vous dites, le lobby que vous voulez mettre en place, il sera encore plus fort, parce que fort de ces connaissances que nous aurons acquises chacun de notre côté, et peut-être en famille dans un premier temps. Mais moi, c'est simplement. Merci Nassera. Moi, je suis fier d'avoir des auditeurs comme vous. Merci beaucoup, Nassera. Allez, bonne soirée. À bientôt du côté de Metz. Écoutez, c'était pas vraiment prévu cette histoire de parler assez longuement de ce sujet, mais comme je vois que ça évidemment interpelle, on se réserve toujours le droit de changer un peu le fil de l'émission, donc on va continuer d'en parler avec vous au 01 40 33 9000. Sans oublier, je vous raconterai cette histoire de ce hacker qui s'est fait un petit peu avoir par la DGSI. En tout cas, c'est ce qu'il a confié chez nos confrères de RTL. On en reparle donc dans un instant de tout cela avec vous. On fera un petit tour par le zapping, bien sûr, parce qu'il s'en passe des choses. Au 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. C'est votre émission, donc vous y participez et vous nous donnez votre avis qui, plus que jamais et plus qu'ailleurs, j'ai envie de dire, allez, osons, nous intéresse. Et tout faire pour ne plus reparler de ces événements. Face à l'histoire, face à vous-même, vous êtes content de vous? On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Signé Maurice Papon. LGF, le grand forum avec Ocinra jusque 18h, et nos auditeurs sont parfaits parce qu'ils m'ont indiqué qu'ils se rendaient là apparemment du côté du Pont Saint-Michel, et ils m'ont dit qu'ils allaient nous rappeler en direct pour être un petit peu nos envoyés spéciaux donc de cette cérémonie qui se déroule donc en ce moment. Je pense que ça commence à 17h30 d'ailleurs justement au Pont Saint-Michel, et d'autres évidemment si vous êtes dans le secteur de Nanterre, c'est un peu plus tard aux alentours de 18h30 devant la préfecture. Il y a d'autres rassemblements en tout cas prévus du côté du pont de Beson aussi ce soir. Donc important d'y aller aussi en famille pour que justement cette jeune génération soit un petit peu au courant de ce pourquoi on se mobilise aujourd'hui, et de ce pourquoi on décide d'aller à un endroit pour se rappeler et ne surtout pas jamais oublier, c'est important. 01 40 33 9000, bien sûr, vous n'hésitez pas. J'essaye de joindre, je n'arrive pas à le joindre, mais je pense que c'est un petit peu normal, monsieur Henri Pouillot qui est donc du MRAP, et qui avait interpellé le président de la République Emmanuel Macron, lui rappelant d'ailleurs quelques-unes de ses déclarations, dont quelques déclarations fracassantes qu'il avait faites en Algérie durant la campagne électorale, et également chez nos confrères de Mediapart, où il avait quand même promis qu'il irait encore plus loin, j'allais dire, sur des dates importantes telles que le 17 octobre 61 par exemple. On attend cette lettre, sachez-le, je l'ai eu tout à l'heure, monsieur Pouillot, il me dit qu'il l'a envoyée effectivement il y a 2 semaines. Cette lettre reste toujours sans réponse. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher monsieur, quel est votre prénom? Moi c'est Kader de Saint-Denis. Bonsoir Kader de Saint-Denis, on vous écoute. En fait, je voudrais réagir par rapport à la fille qui a appelé de Metz, qui disait qu'il fallait absolument se renseigner sur ce qui s'est passé en Algérie, etc., etc.
moi, je sais pas si c'est une bonne chose quand je regarde mon parcours à moi. Si vous voulez, moi, mon grand-père, il avait plus de dents. Donc j'étais petit, je lui ai demandé, j'ai dit pourquoi t'as plus de dents. Il m'a dit tu veux vraiment savoir? Je lui ai dit oui. Il m'a expliqué quand il y a eu la guerre, les Français cherchaient tous les enfants en âge de tenir des armes dans son village. Ils sont venus, ils ont demandé à mon grand-père, il est où ton fils? Il est où ton fils? Il a bien sûr, il a dit je sais pas. Ils l'ont emmené au commissariat du coin, ils lui ont retiré toutes les dents avec une pince. Donc j'aimerais savoir ce que ça a pu m'apporter de bien de savoir ça. Elle dit, ça sert à rien de vraiment tout savoir sur ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut tourner la page et vivre autrement. C'est un point de vue, c'est un point de vue à vous, et je comprends en tout cas votre point de vue, mais je comprends aussi le point de vue de Nassira. Ouais. Je pense que tous ceux qui veulent absolument savoir, c'est ceux qui n'ont pas eu dans leur famille des gens qui sont morts ou qui ont souffert de cette guerre. C'est des gens extérieurs un petit peu, qui connaissent, etc. Mais je pense pas qu'un mec qui sait que sa famille a été torturée, etc., qui veut que ça soit déballé, ou qu'on en reparle à chaque fois, ou que ses enfants soient... Ouais, il y a une question de pudeur, je comprends votre point de vue. Moi, après, voilà, exactement, il y a plusieurs points de vue. Je pense pas déjà d'une que les personnes qui en parlent sont forcément pas concernées. Au contraire, moi, de loin, concerné. Oui, peut-être, voilà. Pas... Moi, par exemple, j'ai eu le même vécu que vous. Au moins, on m'a raconté mon histoire, que ce soit mes parents, bon, pas tous les jours, etc., mais quand on a l'occasion, on en a parlé et tout ça, et moi, ça m'a construit. Je suis pas rentré dans une haine ni rien, non, au contraire, je voulais en savoir plus, donc je me suis renseigné depuis toute ma jeunesse, je me suis beaucoup intéressé, ce qui m'a poussé après à m'intéresser aux révolutions des autres pays. Ça m'a ouvert, ça m'a construit, je sais d'où je viens. Maintenant, moi, personnellement, je sais pourquoi je lutte, pourquoi je me bats, et je connais mon histoire. Ça m'a pas, c'est le fait de transmettre une blessure. Moi, même si on est impacté et qu'on la ressent, la blessure de l'autre, mais c'est rien, c'est pas grave. Au contraire, ça nous construit pour l'avenir. Peut-être que, est-ce que vous, par exemple, ça vous a fait du mal d'entendre ça, peut-être sur le coup, mais après à la suite. Est-ce que c'est une question, ça, franchement, de demander si ça fait du mal, franchement? Non, je vous demande, est-ce que ça vous a pas construit par la suite? Moi, faut savoir ce qu'on veut inculquer à ses enfants. Moi, je veux pas leur inculquer la haine ou quoi que ce soit. Moi, je vois rien de haineux là-dedans. Mes enfants, ils sont nés là. Je sais pas si c'est bien de remuer tout ça, franchement. Je crois pas que c'est bien de faire une croix sur le passé aussi fort et de pas faire ce travail de transmission. Moi, c'est mon avis, on a chacun notre avis. Moi, je pense que c'est important. C'est votre point de vue, cher monsieur, je comprends en tout cas. Je comprends tout à fait. Je comprends, effectivement, c'est un point de vue. C'est pour ça d'où je vous demande quand je vous dis est-ce que ça vous avait du mal, pas dans ce sens-là. Est-ce que ça vous a pas aussi construit d'une certaine manière avec du recul sur le coup? Bien sûr, ça fait du mal, mais est-ce que quand vous y repensez, est-ce que ça vous construit en vous disant écoute, ton grand-père, est-ce qu'un jour vous allez raconter cette histoire à vos enfants quand ils vont être plus grands et plus être en mesure d'écouter cette histoire, ou est-ce que vous allez faire une croix sur ce passé-là, vous? Moi, franchement, mon plus grand, il a 12 ans et je lui ai pas raconté encore, et franchement, je crois pas que je vais lui raconter, ça sert à rien. Je pense pas que ça va le construire dans quoi que ce soit. Bon, écoutez, c'est votre point de vue. En tout cas, merci de nous l'avoir donné. C'est important de l'avoir. De rien, messieurs. Merci. À très bientôt. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. C'est important d'avoir eu ce point de vue parce qu'on comprend d'une certaine manière ce qu'on pensait aussi nos parents peut-être à l'époque. Oui. Et je pense qu'aussi, par exemple, moi, mon avis, c'est que au contraire, j'ai cette soif de savoir et au contraire, ça m'abat pas, même si c'est douloureux. Et puis d'autres peut-être que non. Je pense que la vie elle est différente et c'est en ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs points de vue. Moi, je pense par exemple à mon beau-père, Larahmou, qui ne parlait jamais de ce qu'il a vécu pendant cette guerre d'Algérie. Il avait d'ailleurs combattu avec la France en Indochine et contre la France en Algérie. Pareil pour moi. Donc il n'en parlait pas, et je pense que là c'était peut-être pour lui une période de sa vie qu'il souhaitait peut-être refermer. En tout cas, voilà, il en parlait, mais moi, de manière un petit peu ironique. J'ai une tante à moi, je savais même pas qu'elle avait participé au 17 octobre 61. Je l'ai su à travers le film Hors la loi. Lorsqu'elle a commencé à se mettre à pleurer, à raconter des scènes quand elle voyait les scènes du film et qu'elle tremblait en disant ah oui j'étais là, elle était même dans le métro et tout ça. Moi j'ai appris ça à travers. Pourtant je la voyais souvent et j'étais pas au courant du tout qu'elle était là ce jour-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui par pudeur justement choisissent de ne pas raconter parce que voilà il y a tellement d'horreur et peut-être qu'il n'est pas utile pour certaines personnes de raconter l'horreur. Ouais, exactement. Même pour eux personnellement, peut-être qu'eux ils veulent pas et qu'ils ont étouffé. Oui, absolument. Ils ont enterré ce souvenir et qu'ils veulent pas. Maintenant, c'est un point de vue. Nous, on se place, j'allais dire, de notre point de vue, de notre génération, en se disant, je pense qu'il est important de connaître et de savoir son histoire pour construire son avenir. Bien sûr. C'est important et
pense pas que ça engendre une quelconque haine que ce soit. Au contraire, ça peut même peut-être renforcer son envie de s'impliquer dans cette société que l'on souhaite et que qu'on espère en tout cas meilleure que celle qu'ont connue nos parents et nos grands-parents. Après, pour revenir sur le dernier auditeur, je comprends tout à fait, parce que je vois mal une grand-mère raconter ses histoires de viol aussi facilement, un grand-père comme ça qui raconte comment on lui a enlevé les dents, c'est super douloureux. Ouais. Moi, je parle vraiment de l'histoire en général. Après, sans rentrer vraiment, bien sûr, pour pas verser dans la haine, peut-être avoir un petit peu de retenue sur. C'est dur, je sais, je comprends, mais il faut qu'on fasse ce travail, je pense vraiment. Jamel, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Jamel, bienvenue à vous. Ouais. Moi, je pense que il faut rappeler la mémoire. Il faut assumer le passé. Il faut pas enterrer les morts une deuxième fois. Je pense que il est important de rappeler aux gens que dans les Aurès, je parle moi de la région des Chéouis, je suis Chéouis, dans les Aurès, les tribus allaient se réfugier quand ils savaient qu'il y avait une descente de l'armée française, ils allaient se réfugier dans les grottes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les soldats français? Faut dire la vérité ce qu'il est. Ils y allaient au napalm, mais comme ils n'arrivaient pas à les atteindre au fond des grottes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les gazaient. Faut aussi rappeler les massacres de Sétif. Faut rappeler à tout le monde quand même. C'était atroce. Ils avaient le droit de tirer une balle. C'est-à-dire ils avaient armé la population, je veux dire les occupants. Ils avaient le droit de tirer qu'une balle. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas en utiliser deux parce qu'ils n'avaient pas assez de cartouches. Mais ils abattaient les Algériens, ils les abattaient comme des chiens, ils les ramassaient sur des carrioles alors qu'ils étaient encore vivants. Et après, il faut aussi rappeler qu'ils allaient les brûler dans des fours à chaud. Ça, c'est reconnu par la France. C'est quand même reconnu ce qui s'est passé, les massacres de Sétif. Et je vous parle pas des autres massacres. Il y a eu le 8 mai glorieux et puis le 8 mai honteux. Voilà. Et il faut comme, moi je comprends pas que les gens oublient leurs ancêtres. Moi je pense non, c'est pas une question d'oublier, mais après il faut essayer de comprendre un peu des différents points de vue et essayer de pas faire en sorte d'imposer un point de vue par rapport à un autre. Il y a chacun a son histoire, a son parcours. Et on n'a pas le même ressenti sur des choses qui peuvent être extrêmement douloureuses pour certaines personnes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important aussi de se mettre dans la peau des autres, enfin à la place des autres plutôt, pour peut-être comprendre ce qui nous paraît insoutenable ou peut-être incompréhensible. Oui, mais alors, dans ces cas-là, c'est quand même pas compliqué, que ça fait des années et des années depuis l'indépendance du peuple algérien, quand même, qui a beaucoup souffert pendant cette période de la colonisation. Il faut quand même leur rappeler. 132 ans, oui, les propriétaires terriens allaient dans ce qu'ils appelaient eux les mechtas, chercher la main d'œuvre gratuite. Il y avait l'esclavage en Algérie. Ils allaient chercher les jeunes enfants, et quand ils trouvaient pas le nécessaire de personnel, l'esclavage, quoi. Eh ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, si je trouve pas tes enfants, mais ils en tuaient un. Ils ont tué un pour dire, voilà, on revient demain, je te conseille d'avoir tes autres enfants ici, pour venir travailler. C'était l'esclavage. Mais il n'y a pas que ça. Ça fait des années que l'Algérie réclame l'ouverture des archives. C'est quand même pas compliqué. Si vraiment on veut crever l'abcès, que la France ouvre ses archives. Faut pas oublier qu'en partant, elle a pillé les musées algériens. On en a la preuve. Il y a quand vous dites le Louvre c'est beau, les musées en France c'est beau, oui, bien sûr, moi je suis d'accord, c'est très beau. Mais la plupart des sculptures proviennent d'Algérie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils attendent que le peuple algérien subisse un deuxième génocide culturel. C'est-à-dire, ils enterrent l'affaire, ils laissent mourir pour que tout le monde oublie. C'est bon. Bon, on a bien compris votre point de vue en tout cas, Jamel. Merci beaucoup de nous l'avoir donné à l'antenne avec vos mots, votre avis donc sur cette période douloureuse effectivement. Merci beaucoup, Jamel. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Bon, chacun s'exprime avec ses mots effectivement. Ça peut paraître un peu cru parfois, mais c'est aussi intéressant d'écouter parler les gens et c'est bien d'avoir un retour. Même au sein de la communauté, il y a plusieurs visions différentes, plusieurs points de vue. C'est très bien. C'est ce qui fait sa richesse quand même quelque part. Ouais. Hein, exactement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, quel est votre prénom? C'est Nadia de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Nadia, est-ce que vous auriez la gentillesse de baisser votre radio s'il vous plaît, Nadia? Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, on vous écoute. Moi je suis d'accord avec Jamel.
ce qu'il a dit, je suis vraiment d'accord avec lui. Il faut pas fermer c'est-à-dire l'histoire de la mémoire. Il faut la garder en tête, et c'est avec ça qu'on avance. C'est avec notre histoire qu'on avance devant. Il faut pas qu'on fait des oublis. Et comme vous voyez la Shoah, ils se battent pour la Shoah. Ils ont réussi à parler de la Shoah, et pourquoi pas on parle pas de l'histoire, ce qui s'est passé en Algérie. La colonisation, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de monstrueux ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé en Algérie. Exactement. Ben merci beaucoup Nadia, effectivement, et moi je chacun doit travailler pour sa paroisse, j'ai envie de dire, et pour sa mémoire. Il faut garder, oui, voilà. Il faudra que les gens qui écrivent, les écrivains, il faut qu'ils marquent la mémoire. Et il y en a des historiens qui ont écrit là-dessus. Ce qui s'est passé. Merci Nadia, et bonne soirée à vous en tout cas. Merci. Beaucoup d'appels. On voit quand même que c'est rassurant en même temps que ce devoir des mémoires interpelle en tout cas et intéresse, donc c'est très important d'en parler. Voilà, 01 40 33 9000, vous n'hésitez pas bien sûr à le faire en direct sur France Maghreb 2. On va faire, si tu le veux bien mon cher Austin, un petit tour par le zapping quand même rapidement, hein. Alors qu'est-ce que je voulais vous parler dans ce zapping? Une semaine après être descendu dans les rues, c'était il y a la semaine dernière, hein, dans plusieurs rues de France, donc les syndicats de fonctionnaires étaient donc reçus hier par Gérard Darmanin. Une rencontre pour parler pouvoir d'achat. Le ministre des Comptes publics a annoncé plusieurs mesures, dont le versement d'une prime mensuelle afin de compenser la hausse de la CSG, ainsi qu'un report de 12 mois de l'accord sur la refonte des rémunérations et des carrières conclues avec le précédent gouvernement. Des mesures qui restent pour les syndicats insuffisant, près de 3h30 de discussion et de réunion, et la sortie des syndicats mécontents. Bernadette Croison de la FSU. Nous sommes profondément déçus puisqu'il n'y a pas de mesures nouvelles qui nous ont été annoncées. Nous avons juste une compensation CSG. Nous voulions parler amélioration du pouvoir d'achat des agents de la fonction publique. Le gouvernement n'a pas répondu ce soir à ces attentes. Voilà donc pour Bernadette Croison, un gouvernement qui ne tient donc pas ses promesses, estime donc les syndicats. Gérald Darmanin assure lui que le pouvoir d'achat des fonctionnaires va bien augmenter d'ici la fin du quinquennat. Dès que les finances publiques iront mieux, il sera question d'augmentation, mais selon un schéma différent. Gérald Darmanin, que je vous propose d'écouter. L'augmentation généralisée du point d'indice n'est pas une bonne mesure en soi. Ça coûte 2 milliards d'euros un point d'indice, et ça ne répare pas les disparités très fortes qu'il y a à l'intérieur même de la fonction publique. Et si on veut vraiment être raisonnable et travailler pour les fonctionnaires, il faut revoir ce calcul des rémunérations. Voilà pour ce qui est de Gérard Darmanin. Eh bien, on va maintenant parler de ce qui est revenu à la suite de cette interview de dimanche, aussi, que tu as peut-être regardé ou pas d'ailleurs. Non. Bon, très bien. Le président des puissants, qui colle donc depuis le début de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, et qui reste d'actualité pour Jean-Luc Mélenchon, le chef de file donc de la France Insoumise, qui revenait hier soir sur l'interview télévisée du locataire d'Élysée, et une interview télévisée qui n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, convaincu. Écoutez Jean-Luc Mélenchon hier soir sur TF1. Ce qu'a exprimé Emmanuel Macron hier, c'est surtout une vision, à mon avis, de la société, qui est une vision de caste. Et il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Parce que si vous voulez, vous étiez témoin direct, vous récapitulez. Alors dans la vie, il y a les premiers de cordée. C'est ceux qui ont des sous, il ne faut pas leur jeter des pierres, parce que sinon c'est qu'on est jaloux. Et puis il y a les premiers de corvée, c'est tous les autres. Ils sont au chômage, il faut vérifier qu'ils ne sont pas des multirécidivistes du refus. Ils luttent, à ce moment-là, ils deviennent des activistes de la surlégale. Et puis même quand il y a le harcèlement, c'est dans les quartiers. Je trouve qu'une nouvelle fois, il a manifesté une espèce de morgue que moi je juge insupportable, et je ne dois pas être le seul. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui va pas avec le dos de la cuillère non plus, avec ces mots. Par contre, il a dit quelque chose d'intéressant que je n'ai pas écouté. Il a regretté qu'Emmanuel Macron n'ait pas dit un mot sur l'effroyable attentat qui est survenu en Somalie samedi, qui a fait, je le rappelle, plus de 300 morts et quasiment autant de blessés. Le pire attentat qu'ait connu la Somalie. Voilà. Ça peut être aussi un regret qu'on peut avoir de la part d'un président comme Emmanuel Macron. Mon cher ami Austin, avant de passer à Libertad, quoique c'est déjà Libertad depuis un petit moment, mais dans un instant, tu souhaitais nous lire un texte de Katab Yassine. Exactement, ouais, je me suis dit que tant qu'à faire, j'avais pas un coup de cœur spécial, c'était celui-là que j'avais choisi. Eh ben, jingle, c'est parti. Ok. France Maghreb 2.
le coup de cœur. Un texte de Kateb Yassine, donc faisant référence peut-être à cette date historique. Exactement. Alors une petite intro justement. Alors l'auteur de Nejma, Kateb Yassine, a à travers ce poème justement interpellé le peuple français sur les injustices perpétrées. Il a commenté par ailleurs les événements tragiques en rappelant les manifestations du 11 décembre 1960 qui se sont déroulées à Alger. Donc je vais commencer par ce petit texte. Réussir à Alger une telle démonstration de force face à l'armée française omniprésente et suréquipée et aux fascistes déchaînés de l'OAS, c'était énorme. Mais refaire moins d'un an après la même démonstration à Paris, la capitale d'un empire qui avait, au début du siècle, prétendu dominer le monde, c'était se jeter dans la gueule du loup. Et c'est bien ce qui s'est passé le 17 octobre 61. On a vu ce jour-là des dizaines de milliers d'Algériens affluer dans Paris, venus de toute la France. On a vu place de l'Opéra les parias des bidonvilles. Les journaux étaient pleins de ces images insoutenables qui m'inspiraient plus tard ces strophes de ce poème. Ce poème, je vais vous le lire tout de suite. Il est très court. Alors, peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Kateb Yassine. Donc voilà, c'est un petit poème qui en dit tellement. Et voilà, je tenais à rendre hommage aussi aujourd'hui. Merci beaucoup Kateb Yassine, qui est le papa du chanteur Amazir Kateb. Du groupe Gnawa Diffusion. Voilà. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000 pour dire ce que vous voulez évidemment, mais j'ai ma petite idée des sujets qui va être choisi dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec ces quelques dernières minutes dans cette émission qui a été un peu bousculée, mon cher Houssine, mais les auditeurs avaient envie en tout cas de parler, de s'exprimer sur cette émission spéciale du 17 octobre 61, une date à ne jamais oublier évidemment. On ouvre maintenant le Libertad pour refermer cette émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle, demain, une émission spéciale sur le RIF avec Youssef Brakni et Fatima Wassak, qui est une politologue rifaine qui justement tient des conférences un petit peu partout sur la situation. Donc elle nous parlera de ce qui se passe, et d'ailleurs dont plus personne ne parle de ce qui se passe au RIF. Pourtant il y a quand même des gens qui sont quand même en prison. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec donc demain Youssef Brakni et Fatima Wassak, donc entre 16h et 18h. Une très bonne émission avec Fatima Wassak, super. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. C'est Mohamed, mais j'habite pas ici, je suis juste là passer du vacances. Ouais. C'est mon neveu qui m'a fait découvrir votre radio. Bienvenue. Donc j'étais en train d'écouter tout à l'heure. Et je voulais répondre, j'ai un homme là qui a dit qu'il faut oublier. Moi je peux pas oublier. J'ai perdu ma mère, mon père, ma soeur et mon frère pendant la guerre d'Algérie. J'ai vu ma mère mourir devant moi. J'avais 1 an. Comment tu veux que j'en oublie? On peut pas oublier. Certes, on met un pas en avant, mais on n'oublie jamais l'histoire. Comme il a dit une fois le Chadé, on tourne la page, mais on n'oublie pas l'histoire. Merci Mohamed. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir. Allez, merci. Merci à vous. Merci beaucoup Mohamed. 01 40 33 9000. Voilà, vous appelez la radio et je décroche. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous nous appelez, ni surtout ce que vous allez nous dire. C'est un peu le principe. France Maghreb 2, bonsoir. 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 Quel est ton prénom? Bonsoir. Inde. Inde. Oui. Tu as quel âge, Inde? 6 ans. 6 ans. Alors, dis-moi, Inde, est-ce que, j'espère en tout cas que tu es une élève brillante à l'école? Oui. Oui, c'est très bien, bravo. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Inde, ce soir? Je voulais vous dire bonjour. Ah bah c'est gentil. Bonjour, Inde. Tu nous appelles d'où, Inde? Tu nous appelles d'où? Orléans. Super, belle ville d'Orléans. Bah écoute, on t'embrasse très fort, Inde, et tu salues tes parents, et j'espère en tout cas que tu vas bien travailler à l'école. On compte sur toi, Inde, d'accord? Merci. Ça, au revoir. À très bientôt, Inde. Bonne soirée, Inde. Ah oui. Il était ça me rappelle toujours Jacques Martin quand j'ai les enfants au téléphone. Il était très fort quand même, Jacques Martin, à l'époque. Il gardait son calme. Je sais pas si tu regardais à l'époque. Ouais, bien sûr. L'école des fans. Bah oui. Mais c'est toute la France qui regardait l'école des fans, je crois. Tout le monde, hein. Le dimanche après-midi. C'était extraordinaire, quoi. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Christophe. Bonsoir. Bonsoir, Houssine, c'est bonsoir. Houssine, hein. Oui, c'est bien moi. Oui. Votre prénom, cher monsieur, et votre ville d'appel, s'il vous plaît. Ok, c'est Ali de Palaiseau. Salut Ali de Palaiseau, t'écoute. Oui, juste pour faire un trait d'union sur le 17 octobre 61,
c'est pour rendre aussi un petit hommage à nos frères tunisiens et marocains qui sont morts aussi. Faut pas les oublier parce qu'ils étaient dedans. Ouais. Et je voulais dire que c'était, il n'y avait pas que la police française qui tuait aussi. Il y avait leurs collabos. Il faut pas les oublier aussi. Merci Ali pour ce rappel. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. 01 40 33 9000. Voilà, c'est Libertad. C'est sur France Maghreb 2. À chaque fois en fin d'émission, c'est vous qui avez la parole plus que jamais dans cette émission. Que vous nous appeliez d'ailleurs de Marseille, Dijon, mais partout ailleurs en France, j'ai envie de dire. Et aussi à l'étranger, 00 33 1 40 33 9000. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des nouvelles de notre ami de Los Angeles là. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, Christophe, Kamel. Salut, Kamel. Bonsoir Kamel, à l'appareil. Je trouvais bizarre que Kamel il avait pas appelé. Non mais Kamel il est où? J'espère que t'es au Pont Saint-Michel, Kamel. Je suis actuellement parmi la foule là qui se réunit, où il y a des chants patriotiques qui s'élèvent un peu. Il y a pas mal de bruit, il y a pas mal de gens qui répondent à l'appel de ces associations à 18h. Donc les gens étaient là déjà depuis quelques minutes et puis ça commence à se remplir. Et alors là on a bien évidemment, comme tous les ans, Rachid Nekas qui est là avec son pansement sur le nez au travers de ce qu'il a pu vivre ces derniers temps, etc. Ça suscite un peu un intérêt, mais enfin, toujours est-il que moi, je m'aperçois que finalement, il y a toujours quasiment les mêmes personnes qui viennent. J'aurais souhaité, qu'il y ait plus de jeunes que ça, qui se souviennent de cette date. Ça peut les aider à s'orienter, mais je crois que c'est aussi des dates, et je sais Christophe que toi tu préfères qu'on soit dans l'action tous les jours, mais il y a des dates comme ça symboliques auxquelles on est attaché et il faut que ça puisse participer à la construction des individus. Mais je me le reproche pas, Kamel, au contraire, on en a fait une émission presque complète là-dessus, donc non, je sais bien, mais le mémorial c'est toujours quelque chose mais évidemment, c'est important, particulier. C'est pas moi que vous allez... Moi, oui. Tu sais, tout au long de l'année, lorsque j'interviens sur les ondes de Radio France Maghreb 2, eh bien, je suis pour l'action. L'action, toujours l'action, parce que il est temps que les gens prennent conscience que c'est en étant unis que nous pourrons peser, et si l'on pèse, on pourra faire avancer les choses. Je réitère encore ces vœux, qui sont partagés, je le sais, mais voilà, ça fait partie des endroits où il faut être à un moment ou à un autre. Exactement. Bravo à toi en tout cas. Merci Kamel pour ton implication et donc d'être présent. C'est vrai que c'est important aussi que les jeunes aillent à ce genre de cérémonie. Bien sûr. Voilà, mais aussi travail peut-être aux parents de faire un petit peu le travail de mémoire, peut-être d'emmener aussi les plus jeunes. Je sais que il y a des papas là qui peuvent y aller. Alors on prend un dernier, peut-être oui on a le temps. Allez, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Je dis France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Mohamed. J'appelle pour dire Houssine, je suis d'accord avec toi Houssine, pour le fait de rappeler ce qui s'est passé, parce que je crois que moi je suis de famille algérienne aussi. Au fait, nous, les Algériens, on a du mal à parler de manière générale. Il y a beaucoup de choses qui sont taboues chez nous. En l'occurrence, parce que chaque famille algérienne, je crois, elle a subi de près ou de loin ce qui s'est passé. Et voilà, merci à Nassera, ce qu'elle a dit, je crois que ça roule à tout. Ça résume pratiquement tout ce qu'on a dit là ce soir. Ouais. Et voilà. À leur rendre ce qui s'est passé, et parce que des fois on dit que la Shoah elle est vachement bien organisée, tant mieux pour eux, parce que voilà, ils font bien le taf. Spielberg il en parle bien, en France ils en parlent très bien, on n'a qu'à faire pareil tout simplement. Voilà. Exactement, ouais. Et bien c'est sur cette belle note qu'on va terminer cette émission. Merci beaucoup Mohamed. Merci. À bientôt, Mohamed. Merci beaucoup et bonne soirée, et bravo à tous pour vos participations. Moi, je trouve que c'était constructif aujourd'hui, tout ce débat de chacun a apporté son petit avis. On a eu en plus plusieurs avis, c'est très intéressant. Exactement. Et en fait, ça fait un gros avis général, c'est-à-dire qu'ils font parler, pas seulement à l'école, mais aussi en interne, et pas de manière trop tragique. Donc en fait, si on prenait un condensé de tous les avis qu'on a eu aujourd'hui, c'est ça la conclusion en fait. Merci pour ta conclusion mon cher Houssine, à la semaine prochaine. Demain n'oubliez pas émission spéciale avec Youssef Brakni, Fatima Wassak, donc pour une émission spéciale sur le RIF sur France Maghreb 2. Et puis jeudi on parlera de ce magasin qui apparemment a des gros soucis puisqu'il est menacé d'expulsion par le propriétaire HSBC du côté de Villepinte. C'est la supérette Al Discount, on recevra son propriétaire. Apparemment c'est une sacrée histoire, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Jeudi à 17h il sera notre invité. Voilà, que des beaux rendez-vous quoi. C'est l'émission qui vous ressemble et surtout qui vous rassemble. Telle est notre mission chaque jour, 16h 18h. Excellente soirée. Merci, la bonne humeur qui se poursuit parce qu'il en faut, avec l'ami Medjed dans un instant pour jusqu'à 20h vous accompagner. Il est exactement et précisément 18h à Paris comme partout ailleurs en France, l'heure de retrouver l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La parole se libère sur le harcèlement sexuel en France, au moins sur les réseaux sociaux. La ministre de la Justice encourage ce mouvement. Nicole Belloubet, qui se dit extrêmement impressionnée par la puissance du hashtag Balance ton porc, avec lequel des milliers de femmes témoignent de cas de harcèlement ou d'agression sexuelle. La garde des Sceaux incite maintenant ces femmes victimes à porter plainte. Une semaine après leur manifestation, les syndicats de la fonction publique ont été reçus par leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, et ils sont déçus. Ils n'excluent pas d'inscrire leur mouvement social dans la durée, avec une seconde manifestation dans les prochaines semaines. La première journée d'action, mardi dernier, avait rassemblé dans la rue entre 209 000 et 400 000 manifestants dans toute la France, selon les sources. L'enquête sur le Levothyrox, le siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament à Saint-Denis, perquisitionné aujourd'hui après les plaintes toujours plus nombreuses. 365 plaintes désormais contre la nouvelle formule du Levothyrox, médicament qui soigne les problèmes de thyroïde. Au début du mois déjà, le laboratoire Merck qui le produit avait vu son siège perquisitionné à Lyon. La Société Générale a déposé plainte hier pour le vol de bobines de papier dans un entrepôt à Paris. Le papier était entreposé avant apposition du logo de la banque, le où les auteurs ont agi en toute discrétion pendant plus de 2 ans. Ils ont réussi à faire sortir de l'entrepôt 6222 bobines, estimées à plus de 400 € l'unité, soit un préjudice de 2,6 millions d'euros. En Syrie, la ville de Raqqa a été totalement reprise aux mains des djihadistes du groupe État islamique. Ça faisait 4 mois que les combats faisaient rage dans la cité. Le tracé du Tour de France a été dévoilé aujourd'hui. Il s'élancera le 7 juillet 2018 de Noirmoutier en Vendée. Pendant 2 semaines, le pays sera coupé en deux avec une première partie pendant 10 jours dans le nord-ouest et une seconde dans le sud. Premier temps fort de cette grande boucle avec l'étape Arras-Roubaix. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb